Alors, concernant le parcours préopératoire d'un patient qui va rentrer dans un parcours de chirurgie bariatrique, ce parcours, il est de plus en plus complet et à mon sens, c'est une bonne chose parce que ça permet aux patients d'avoir un bilan de santé exhaustif préopératoire. Ça permet aussi aux patients de rencontrer plusieurs professionnels de santé, des médicaux et des paramédicaux, qui vont pouvoir à chaque fois apporter leur pierre à l'édifice concernant l'information autour de la chirurgie et surtout de l'après-chirurgie. Le bilan, il vise à dépister les éventuelles contre-indications à la chirurgie bariatrique, mais il vise surtout à préparer le patient à sa nouvelle vie post-opératoire, au changement de ses habitudes, à ses changements alimentaires, mais aussi à la remise à l'activité physique adaptée, à une prise de conscience qui doit prendre quotidiennement soin de sa santé. Donc le but de ce parcours, c'est que le patient il ait plusieurs discours et plusieurs versions de cette information concernant à la fois l'intervention, mais surtout les changements de vie qu'il va devoir avoir en post-opératoire. Donc le bilan préopératoire, c'est une consultation auprès du médecin traitant, puisque le médecin traitant va vraiment être le maillon majeur, le maillon principal de la chaîne de soignants. C'est lui qui va beaucoup revoir le patient en post-opératoire. Et donc, on a besoin qu'il soit informé, on a besoin qu'il soit participatif au process thérapeutique. Donc, on a besoin que le patient aille voir son médecin traitant, en discute avec lui et que nous, on puisse être en lien avec lui aussi. Parce que nous, on va voir le patient de façon très épisodique. Lui, ça peut faire 15 ou 20 ans qu'il le connaît et il va pouvoir nous amener des informations pour nous aider à bien prendre en charge le patient. Ensuite, il y a un bilan psychologique et ou psychiatrique. Auquel moi j'ajoute très facilement une consultation d'addictologie si le patient fume ou si le patient a une tendance à consommer de l'alcool ou d'autres produits. L'idée étant de dépister des troubles du comportement alimentaire, des éventuelles addictions, un syndrome dépressif majeur qui pourrait s'aggraver après, des troubles de la personnalité. Et puis pour l'addictologie, c'est de prévenir le fait que l'alimentation pour certains patients c'est une véritable addiction et que du coup on va leur enlever mécaniquement cette addiction-là et s'ils ont d'autres addictions, le risque c'est que ces autres addictions-là se surdéveloppent en post-opératoire et donc il faut absolument qu'on prévienne ça. Ce n'est pas forcément une contre-indication absolue à la prise en charge chirurgicale du patient, mais c'est plutôt qu'il faut qu'on soit en lien avec l'équipe d'addictologie et qu'on puisse faire un sevrage préopératoire sur plusieurs mois qui sera consolidé par un suivi d'addictologie régulier pour le patient en post-opératoire pour éviter d'avoir une résurgence d'alcoolisme ou de consommation de cannabis par exemple en post-opératoire. Ensuite, il y a une consultation auprès d'une diététicienne ou d'un diététicien. Le but de la consultation, ça va être d'expliquer au patient les écueils alimentaires qu'il fait en préopératoire, de commencer à lui expliquer comment il va manger en post-opératoire pour qu'il essaye de commencer à appliquer les nouvelles consignes. Déjà depuis le moment préopératoire, sur les mois et les semaines qu'il emmène à la chirurgie, pour qu'il prenne conscience de tout ça et qu'il puisse participer aussi éventuellement à des ateliers thérapeutiques pour savoir utiliser les différents modes de cuisson, savoir faire une liste de courses, se préparer à des choses très pratiques. Alors là, les associations de patients, elles sont un bon relais aussi pour nous parce qu'il y a beaucoup de diététiciennes qui sont impliquées dans les associations de patients et on emmène les patients faire les courses. On leur propose de cuisiner avec eux, voir quelle matière grasse ils utilisent, quel mode de cuisson ils vont utiliser et aussi apprendre surtout à se faire plaisir parce que la première chose que moi je leur explique quand ils arrivent dans le cabinet, c'est que pour l'instant ils sont fâchés avec la cuisine et avec leur assiette et qu'on va leur apprendre à aimer manger et bien manger. Et donc on va faire des ateliers desserts, des ateliers repas de Noël, des choses très ludiques avec eux via les associations pour leur apprendre à bien cuisiner, à bien préparer le repas. Il y a une consultation avec un médecin nutritionniste, éventuellement endocrinologue aussi s'il y a besoin. Là, l'idée, c'est plutôt de dépister les comorbidités annexes, notamment le diabète, s'il y en a un, et puis les troubles métaboliques, un bilan lipidique perturbé, un problème thyroïdien associé, et puis de faire le dépistage des maladies qui pourraient engendrer l'obésité, des problèmes de cortisolémie, des choses comme ça. Donc c'est plutôt une vision médicale de la nutrition. Un bilan cardiologique avec un dépistage de l'hypertension artérielle et si besoin
une épreuve d'effort, voire une imagerie coronaire si on a une arrière-pensée par rapport à ça. L'hypertension artérielle étant une des principales comorbidités de l'obésité. Un bilan pneumologique avec un dépistage des apnées du sommeil. Là aussi, beaucoup de patients souffrent d'apnée du sommeil, ce qui engendre un mauvais sommeil, une grande fatigabilité dans la journée. Et un patient fatigué, il se dit « Oh là là, j'ai un petit coup de mou à 10 heures, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais manger, ça va me rebooster. » Alors qu'en fait, souvent, c'est un syndrome d'apnée du sommeil méconnu et pas traité. Donc là encore, on va appareiller le patient plusieurs semaines avant en préopératoire pour qu'il puisse récupérer un sommeil de meilleure qualité. On leur explique que très souvent, c'est temporaire et qu'en perdant du poids, on va pouvoir les déséquiper de la machine. Donc il n'y a pas de sanction pérenne à être équipé. Mais en fait, ils vivent plutôt très bien cette machine parce que ça leur permet de retrouver une qualité de sommeil et du coup une moindre fatigabilité dans la journée qu'ils apprécient beaucoup. D'un point de vue pneumologique, s'il y a besoin aussi, on met en place une kinésithérapie respiratoire préopératoire pour les préparer au post-opératoire parce qu'on sait qu'ils sont souvent gênés pour bien respirer en post-opératoire. Moi, j'ai mis dans mon bilan un bilan dentaire. C'est des patients qui très souvent ne sont pas allés chez le dentiste depuis longtemps, parce que là encore, le fauteuil du dentiste, au-delà de 150 kg, il y a très peu de dentistes qui sont équipés, donc ils n'y vont pas. Et du coup, ils ont besoin de beaucoup mastiquer. On va leur apprendre que mastiquer, c'est très important. Et si vous avez un mauvais état bucco-dentaire, vous ne pouvez pas bien mastiquer ou ça déclenche des douleurs. Du coup, vous avez tendance à soit manger très vite et du coup avaler vos bouchées, soit avoir une alimentation molle. Et on sait que ne pas mastiquer, ça joue sur le rôle de la satiété. Et donc, c'est important. Ils ont une gastroscopie, un bilan endoscopique, une gastroscopie de l'estomac avec des biopsies. Ça fait partie des critères obligatoires. Bien entendu, ils ont une consultation avec nous, les chirurgiens, voire nous, chez nous, ils en ont plusieurs. On se voit une première fois. On a des ateliers thérapeutiques avec eux, que moi j'anime personnellement parce que ça me semblait important qu'on se voit en dehors d'un cadre de consultation. Donc on se voit en atelier thérapeutique. Et puis on les revoit tout au long du parcours pour les rassurer, leur dire, répondre à leurs questions. Et surtout les prévenir sur les potentielles complications de la chirurgie. Ils ont un bilan de Doppler artério-veineux des membres inférieurs. Ils auront systématiquement une prévention du risque de phlébite en post-opératoire. Mais là encore, parfois, il y a des grosses insuffisances veineuses chez ces patients-là qui nécessitent soit un traitement avant la chirurgie, soit de prolonger la prophylaxie post-opératoire. Donc c'est important qu'ils voient nos collègues angiologues. Ils ont aussi, moi je leur demande un bilan soit avec un kiné, soit avec un éducateur en activité physique adaptée, ce qu'on appelle les APA. L'idée, c'est qu'on leur montre leur niveau d'activité physique actuel. En dehors de l'image que vous pouvez tous avoir du patient obèse, il y a beaucoup de patients obèses qui sont actifs. C'est-à-dire que moi, j'ai des patients obèses qui font 2 à 3 séances de sport par semaine. D'autres, pas du tout. D'autres, on marche moins de 500 pas par jour. Donc, c'est important pour nous qu'on sache quel est leur niveau d'activité physique préopératoire. Et ceux qui font déjà de l'activité physique, ils vont continuer à faire ce qu'ils font. Ou peut-être à changer de sport pour ne pas s'abîmer les articulations ou faire un bilan d'activité physique adaptée, c'est important. Et puis ceux qui n'ont aucune activité physique, c'est important qu'avec un coach APA ou chez un kiné, qui s'y mettent petit à petit en préopératoire. Alors c'est tout bête, c'est de se dire j'habite au 5e étage, je prends l'ascenseur, je vais déjà descendre au 4e et je vais monter un étage tous les jours. Je vais descendre les escaliers, c'est un petit peu plus facile que de les monter. Je vais descendre du bus ou du métro un arrêt avant. Voilà, mais pour nous c'est important qu'on ait un staging un petit peu de leur activité physique en préopératoire. Alors, il nous reste 2 éléments de ce bilan. L'échographie abdominale, qui est une échographie pour plusieurs raisons. La première raison, c'est faire un débrouillage avant une chirurgie digestive, ne pas méconnaître une lésion intra-abdominale avant d'opérer le malade. Et puis la deuxième chose, c'est de faire un bilan hépatobiliaire. Alors, hépatique, ça nous permet de mesurer ce qu'on appelle la flèche hépatique, c'est-à-dire de façon un petit peu pragmatique la taille du foie.
pour savoir comment nous on va s'organiser en paire opératoire. Et ensuite le dépistage de la maladie lithiasique vésiculaire. Est-ce que le patient a des lithiases, des cailloux dans la vésicule? S'il en a et que c'est asymptomatique et qu'il va être opéré d'une sleeve, on aura tendance à le mentionner dans le dossier médical mais ne pas les opérer. Par contre, un patient qui va bénéficier d'un bypass, l'indication d'enlever la vésicule, la cholécystectomie, elle pourra se discuter parce qu'on sait qu'après un bypass, le traitement de ces calculs, de ces cailloux peut être un petit peu plus compliqué. Donc ça nous permet de discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire l'indication de traiter cette maladie lithiasique. Enfin, pour les femmes, moi je les encourage vivement à avoir une consultation soit auprès d'une sage-femme, soit d'un gynécologue pour refaire un point, refaire un frottis et un examen mammaire systématique, une échographie ou une mammographie. Souvent parce qu'il y a une exclusion médicale, comme on a dit tout à l'heure, et qu'elles n'ont pas eu d'imagerie mammaire ou de frottis depuis longtemps, souvent depuis leur dernière grossesse ou depuis la ménopause. Et du coup, ça me semblait important qu'elles soient de nouveau remises dans le circuit du suivi mammaire et gynécologique. Le dernier élément du bilan préopératoire patient, c'est le bilan sanguin, le bilan biologique. L'HAS a émis des recommandations pour ce bilan, avec à minima un dosage de l'albuminémie pour faire le dépistage de la dénutrition chez le patient obèse, donc les patients obèses sarcopéniques qui sont plutôt fréquents dans notre patientèle, un dosage de l'hémoglobine, un bilan ferrique, un bilan ostéocalcique avec un dosage de la calcémie et de la vitamine D, pour là aussi faire un dépistage d'une carence en vitamine D et en calcium. On a beaucoup d'obèses ostéoporotiques parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'activité physique, donc on a beaucoup d'obèses ostéoporotiques. Et puis un dosage vitaminique qui contient à minimum les dosages du groupe des vitamines B, donc B1, B9 et B12. Pour ma part, j'ai tendance à compléter le bilan avec un bilan lipidique complet, un bilan hépato-pancréatique, faire un dosage de l'hémoglobine glyquée et bien sûr un ionogramme complet et un bilan thyroïdien, parce qu'il y a beaucoup de troubles thyroïdiens qui passent inaperçus et qui peuvent favoriser un trouble métabolique et donc jouer aussi sur le surpoids patient. Après ce bilan, on va bien entendu l'adapter en fonction des antécédents du patient, de ses traitements, de ses potentielles maladies en cours de prise en charge. Donc c'est un bilan qui va être personnalisé, un bilan biologique qui sera personnalisé en fonction de notre patient.